Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première. C'est comme chaque jour votre émission Ligne Directe qui commence. Vous le savez maintenant, cette émission est un forum auquel vous êtes tous et toutes invités à venir participer grâce à notre standard, le 258-258, pour venir poser vos questions, réagir, donner votre avis, votre impression sur l'émission, vos réactions, etc. Ce que vous voulez, cette antenne, c'est votre antenne. Appropriez-vous-la et servez-vous-en grâce, encore une fois, au 258-258. Aujourd'hui, on vous parle du droit de grève. On a tous été confrontés un jour ou l'autre à une grève, qu'on soit patron, usager ou employé. Mais que savons-nous vraiment sur le droit de grève? Quel est l'impact pour les entreprises? Les droits des salariés quand le droit de faire grève? Comment est-ce qu'on organise une grève? Comment exercer légalement son droit de grève? Voilà toutes les questions auxquelles vont répondre nos invités. Et nous avons donc invité Magda Bonal-Turan, qui est directrice à la DTE, la direction du travail et de l'emploi. Christelle Dena, elle, est chef du service des relations de travail au sein de la DTE. Milo Poignewa est secrétaire général de l'USE1 et Samuel Népeoun, président du MEDEF Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour David. Un grand merci à vous d'être avec nous et encore une fois on va rappeler à nos auditeurs, nos auditrices que cette émission c'est votre émission, appropriez-la vous, donc grâce au 258, ligne directe, c'est parti. Votre quotidien La Loupe dans Ligne Directe de 8h à 9h sur La Première. Tout d'abord, un grand bonjour à tous les quatre et un immense merci à vous d'avoir accepté cette invitation pour venir apporter vos lumières sur ce sujet qui est le droit de grève. Encore une fois, je l'ai dit, on en a tous entendu parler de la grève, on a tous été confrontés un jour ou l'autre, mais que savons-nous vraiment? En tout cas, on a plein de questions auxquelles vous allez nous aider à répondre. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on qualifie de grève? C'est quoi une grève? Magda? Alors Magda, Magda Bonal-Turan, vous êtes directrice à la DTE, on vous écoute. Merci David. Donc la grève, ça se définit légalement comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'obtenir la satisfaction de revendications professionnelles. Donc les trois éléments importants, c'est qu'on arrête le travail, on est à plusieurs et on veut faire aboutir des relations, on veut faire aboutir des revendications professionnelles. Ça, c'est la définition légale et je dirais un petit peu restrictive. Mais bien sûr, quand on parle généralement de grève, ça regroupe beaucoup d'autres formes de cessation ou pas d'ailleurs du travail et qui vont avoir pour objectif de discuter entre syndicats et employeurs parce qu'on a une difficulté. Donc voilà, souvent on va appeler blocage une grève, mais ça n'est pas réellement une grève. Blocage ne dit pas grève et grève ne dit pas blocage. On va revenir là-dessus tout à l'heure. En tout cas, la définition légale, c'est celle que je vous ai donnée. Elle est un petit peu restrictive, mais c'est celle-là. Mais la grève, c'est un peu l'outil ultime pour les salariés pour avoir donc des revendications professionnelles. Mais il y a des étapes, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure hors antenne, Christelle Dena, chef du service des relations de travail à la DTE. Quelles sont les étapes avant d'arriver à ce point ultime? Alors, effectivement, il y a plusieurs étapes au niveau du suivi de tout ce qui est conflictualité du travail en Nouvelle-Calédonie. On opère en fait une graduation qu'on voit par rapport aux résultats sur le terrain et avec les discussions avec les syndicats. Donc il existe déjà pour toute discussion en fait avec l'employeur quand on rentre un petit peu en conflit, c'est tout ce qui est revendications qui peuvent être portées à l'employeur par voie verbale ou au travers de cahiers de revendication, donc par écrit. Après, effectivement, quand les discussions peuvent éventuellement se tendre, on parle vraiment de conflit, mais conflit ne signifie pas grève. Cahier de revendication ne signifie pas forcément conflit derrière, parce qu'on voit que les syndicats parfois mettent par écrit en fait leurs revendications, discutent avec l'employeur et ça se passe plutôt bien au niveau du dialogue social dans l'entreprise. Et effectivement, le dernier recours, c'est vraiment la grève, c'est-à-dire où il y a le piquet de grève, il y a vraiment un constat physique avec une cessation d'activité dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut quand même que je mette, si un jour je veux lancer une grève, il faut que je me mette d'accord avec mes collègues pour avoir une revendication commune. Oui, effectivement, et bien évidemment, la porter à la connaissance de l'employeur. À partir du moment où il y a un piquet de grève installé, effectivement, pour pouvoir à un moment donné en sortir, il faut que l'employeur puisse être au courant des points bloquants à discuter avec les salariés grévistes portés par quasiment systématiquement un syndicat. Donc quand on parle de revendications professionnelles, on pense d'abord au salaire, mais ça peut toucher quoi d'autre en général? Quelles sont les motivations des grévistes en général? Milo Poignewa. Ça peut être sur les salaires. Le plus souvent, c'est sur les salaires, mais ça peut être aussi sur les conditions de travail, sur aussi
Le plus souvent, c'est sur, voilà, comme j'ai dit, les salaires, mais les conditions de travail ou des fois des relations qui sont tendues entre la hiérarchie et les salariés. Ouais, ça peut être plus abstrait que par exemple des horaires ou un salaire, mais une mauvaise relation, un mauvais comportement du patronat. Des mauvaises relations peuvent déboucher Ouais. sur des relations qui sont tendues, conflictuelles entre l'employeur et un salarié. Mais est-ce qu'il faut qu'une grève, le motif de la grève soit validé par quelqu'un, une institution comme, je sais pas, la DTE, le gouvernement ou quelqu'un pour faire grève, ou si les salariés, s'il y a un consensus de salariés déjà assez important, enfin, comment ça se passe exactement? Alors, Magda Bonal-Turon. non, bien sûr. La grève, il faut le rappeler, c'est un droit qui est constitutionnellement protégé depuis 1946. Donc, on peut l'exercer librement. Et je dirais que la législation, elle est assez peu développée. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement les tribunaux ensuite qui vont aller juger les conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Mais en premier lieu, une grève, elle s'exprime. Et si ensuite il y a des problématiques parce que l'employeur considère qu'elle n'a pas, il y a eu des exactions, il y a eu des problèmes qui se sont déroulés pendant la grève, il ira devant les tribunaux. Mais a priori, une grève s'exerce sans avoir besoin de demander l'autorisation à personne. Et alors, est-ce que par exemple, si je suis tout seul dans mon entreprise, j'ai le droit de faire grève? Non, je le disais au départ, Ouais. La grève, c'est une cessation collective. Donc il faut au moins être 2 pour faire grève. On ne peut pas faire grève seul. Et pour les petites entreprises qui n'ont qu'un employé, si l'employé a des revendications, quels sont ses outils à lui pour se faire entendre? C'est pas grave, votre téléphone sonne. Christelle Dena, vous le savez? Écoutez, effectivement, souvent, c'est l'intervention des syndicats, surtout dans des petites structures, parce qu'en fait, dans les entreprises de moins de 11 salariés, on n'a pas d'institution représentative du personnel. Donc c'est directement en fait les centrales syndicales qui interviennent et qui prennent la défense des salariés. Mais après, en pratique, je n'ai jamais connu une entreprise avec un seul salarié gréviste. Et puisque un seul salarié est présent dans l'entreprise, mais par contre, j'ai déjà connu une entreprise qui contenait que 2 salariés et les 2 salariés étaient en grève. Voilà, donc c'est possible, tout à fait. Même si la communication me paraît plus simple dans les petites entreprises, ça peut arriver, on peut arriver jusqu'à cette extrémité qui, on va le voir tout à l'heure, qui n'est absolument bonne pour personne et qui est de lourdes conséquences, aussi bien pour les entreprises que pour les employés. Mais donc, est-ce qu'il faut être absolument syndiqué? Est-ce qu'il n'y a que les syndicats qui peuvent organiser la grève alors? Non. Le plus souvent, ce sont les syndicats, mais un collectif de salariés peut très bien se mettre en grève. S'il y a justement une revendication qui est née et que le collectif sont d'accord pour le soulever et ils se mettent en grève. Mais le plus souvent, c'est porté par les syndicats professionnels, quoi. Pour une idée, en fait, je rejoins complètement la position de Milo. Cette année, on a eu un mouvement du personnel qui a été recensé. Alors, par rapport aux éléments qui sont portés à la connaissance de la DTE, grâce aussi à la presse et des fois au retour des syndicats, l'année dernière, on n'en a pas recensé. Et par contre, sur 2018, on en a eu un de mouvement vraiment personnel sans étiquette syndicale. Donc ça reste assez marginal, assez rare en tout cas. Quoi. Oui. Est-ce que pour exercer légalement le droit de grève, il faut absolument annoncer un préavis? Il faut l'annoncer la grève, on ne peut pas faire grève du jour au lendemain? Il faut différencier. Dans le public, il y a une obligation dans le public. Par contre, dans le privé, il n'y a pas d'obligation, mais par habitude, quand nous, les organisations syndicales, quand on envoie un préavis de grève, on le met, on prévient l'employeur. Donc c'est ce préavis la DTE est toujours mis en copie, quoi. On le formalise, quoi. Alors que, comme je dis, dans le public, c'est une obligation. Dans le privé, ça ne l'est pas, mais on le fait par formalisme, quoi. Magda Bonal-Turon, vous voulez réagir? Oui, de la DTE? Oui, je rejoins évidemment tout à fait ce qui est dit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même dans le privé, pour qu'il y ait une grève, il faut que l'employeur soit informé des revendications. Donc que ce soit écrit ou oral, il faut l'avoir prévenu avant qu'il y avait un problème. On ne peut pas un jour faire grève sans avoir prévenu auparavant l'employeur qu'il y avait un problème. En revanche, on n'est pas obligé de discuter. Il n'y a pas d'obligation. On peut passer du stade je vous préviens au stade 3 qui est la grève directement. Et c'est un petit peu la question souvent qui se pose, c'est est-ce qu'on est obligé de dire, discuter, et c'est en cas d'échec
d'une conciliation, d'une médiation seulement où on va à la grève. En Nouvelle-Calédonie, non, on peut, dans le secteur privé, passer de la revendication portée auprès de l'employeur directement à la grève. Mais il faut quand même avoir prévenu l'employeur. Un mouvement de grève un matin sans que l'employeur ait été prévenu qu'il y avait une difficulté, ça pourrait être considéré comme limite dans l'exercice du droit de grève. Samuel Népehoun, vous êtes président du MEDEF. Vous, en tant que donc, chef d'entreprise, le droit de grève, vous le vivez comment? Et une grève, c'est quoi les difficultés que rencontre une entreprise quand elle est face à ces nouveaux employés qui font grève? Alors, je crois que pour rappeler tout ce qui a été dit là ce matin, c'est quand on exerce un droit de grève, et notamment les mouvements de contestation au sein d'une entreprise, c'est déjà révélateur du climat social et de la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise. Je rappelle que le droit de grève, dès qu'on passe à la grève en elle-même, on est à la partie extrême. Et que, comme disait Madame tout à l'heure, très souvent, si la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise elle est plutôt bonne, on arrive à dénouer les choses avant que l'entreprise soit bloquée. Après, pour les chefs d'entreprise, ce qui est un peu compliqué, et c'est ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est ce côté, le manque de cadre, notamment dans le secteur privé. Parce qu'une grève, effectivement, qui se déclenche de manière un peu intempestive, ponctuelle, pour une entreprise, c'est compliqué à gérer. On en parlait avec Mme Thureau en aparté, sur la partie aérienne, par exemple, où les deux compagnies aériennes calédoniennes, on a demandé en Nouvelle-Calédonie de prendre des dispositions particulières pour la partie aérienne parce qu'on est un service public et qu'on assure une mission de service public, ce qui fait qu'une activité comme la nôtre qui est arrêtée comme ça du jour au lendemain, ce sont des usagers, c'est une population qui est prise en otage et très souvent, il y a des tensions très fortes qui se créent sur les sites. Et donc, la difficulté pour une entreprise, c'est comment y faire face, comment faire en sorte que l'entreprise puisse retrouver un mode de fonctionnement normal. Parce que quand on arrive en situation de conflit, là on est en contexte complètement dégradé. Et comment on arrive à faire asseoir, mais comme il a été dit tout à l'heure, il n'y a pas une obligation d'eux, mais on a plutôt intérêt à vite se retrouver autour d'une table pour négocier et discuter. On peut dire que globalement, dans l'ensemble, si on n'arrive pas à l'ultime étape qui est le blocage, l'exercice du droit de grève jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité, c'est que le dialogue social s'est rétabli entre-temps et qu'on a pu traiter l'ensemble des cahiers de revendications. Mais c'est clair que l'exercice du droit de grève, pour un chef d'entreprise, c'est jamais très agréable à vivre. Parce que bon, ça crée des perturbations et des tensions, à la fois pour l'usager, mais les salariés également. Parce qu'il y a l'impact externe, mais il y a aussi l'impact interne à l'entreprise, la désorganisation de l'entreprise qu'il faut à un moment donné remettre en route. Et tout le monde n'est pas forcément gréviste dans une entreprise. Donc voilà, il y a un contexte qui n'est pas facile à gérer. Oui, mais enfin, l'employé, quand il fait grève, bon, on va voir, hein, on parle de suspension de contrat, on va voir ce que ça implique, mais c'est que quand même, il est motivé s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y met un peu ses tripes quand même. Donc comment vous réagissez, vous, par rapport à ça? Parce que quand vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez vos employés qui sont prêts à perdre leur salaire pour des revendications, ça vous permet de prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas? Mais clairement, mais je le rappelle, hein, quand on en arrive là, c'est-à-dire que le dialogue social au sein de l'entreprise, on a peut-être déjà un petit souci, mais globalement, le chef d'entreprise, lui, il a plutôt intérêt lui aussi à avoir un dialogue social apaisé au sein de l'entreprise pour qu'elle puisse tourner, on va dire, de manière normale. Après, les revendications, le cahier de revendications, on les traite. Il y a des cahiers de revendications, vous aurez un certain nombre de points dans le cahier de revendication. Il y a des questions sur lesquelles l'employeur il est prêt à l'entendre et y apporter des solutions, mais l'employeur peut aussi considérer que certains points n'ont rien à faire dans le cahier de revendication ils vont au-delà de ce qui pourrait, en tout cas que l'employeur pourrait répondre. Oui, parce que si la grève n'est encadrée par personne, alors on connaît un petit peu, il peut y avoir des fois des batailles un petit peu têtues, on va dire, personne ne veut lâcher, etc. Est-ce que la grève, elle a une durée dans le temps qui est légalement encadrée? Non ? Non. Absolument pas. C'est-à-dire que sur un mauvaise entente, on peut aller jusqu'à couler l'entreprise.
Il n'y a rien qui va pouvoir protéger un petit peu. Même si les revendications... Pas jusque-là, mais pour répondre à votre question, oui, il n'y a aucune disposition qui le prévoit. Donc on a plutôt intérêt à faire preuve d'intelligence à un moment donné et recréer les conditions du dialogue. Sinon, on en a connu des entreprises, je ne vais pas en citer, mais il y a eu où le blocage a été jusqu'au bout et le chef d'entreprise a fini par mettre la clé sous la porte. Ça peut arriver, mais effectivement, il n'y a pas de disposition légale qui oblige et les uns et les autres à se mettre autour de la table. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de revendications. Les revendications, en tout cas, ne sont validées par personne, hormis le consensus des salariés pour revendiquer. Donc comment est-ce qu'on peut être sûr que les revendications, si les salariés peuvent aller au bout, comment on s'assure qu'elles ne mettent pas l'entreprise en péril? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elles soient en tout cas réalisables. Si les salariés disent nous on veut ça, mais que l'entreprise vraiment ne peut pas donner ça au prix de se mettre en péril. Comment est-ce que ça peut être équilibré? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, de toute façon, après, derrière, ce que je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a une difficulté, on peut aller devant les tribunaux et c'est le tribunal qui décidera comment c'est exercer le droit de grève. En fait, là, ce dont vous parlez un peu, c'est ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les abus du droit de grève ou l'exercice de la grève. La grève peut être légale, mais les modalités selon lesquelles elle est exercée, difficiles. Sur les revendications professionnelles, je voudrais juste faire noter une petite chose, c'est que c'est des revendications en principe qui appartiennent à l'entreprise, mais parfois on peut considérer comme grève des revendications qui sont plus générales. Par exemple, et je crois que Lusoinc le sait bien, il y a eu des grèves faites pour la défense du pouvoir d'achat. Donc une grève pour la défense du pouvoir d'achat, bien sûr, ce n'est pas l'employeur en tant que tel qui peut régler seul cette difficulté. On parle de grève politique ? Alors, on parle de grève politique, mais la question, moi, quand je parle de grève, c'est est-ce que ça rentre bien dans la catégorie de grève que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une cessation concertée et collective du travail en vue de faire aboutir des revendications professionnelles. La jurisprudence a pu juger que oui, des grèves générales, comme pour la défense du pouvoir d'achat, puisque ça touche quand même les salariés, ce sont bien des mouvements de grève légaux, de grève en tout cas. Mais là, qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Alors, l'entreprise, là, elle peut suspendre le traitement du salarié gréviste, mais c'est vrai que c'est pas elle qui a la main. Elle n'a pas la main mise sur la décision. Voilà. Mais néanmoins, on peut être dans le cadre d'une grève. Milo Poignewa, vous êtes secrétaire général de Lusoinc. Est-ce que c'est votre rôle, vous aussi, en tant que leader syndicaliste, d'un côté de dire, bon là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on s'unisse et qu'il faut qu'on fasse grève, mais aussi de dire à des grévistes, là les gars, peut-être que c'est ce que vous demandez, c'est pas possible. Oui, ça peut arriver que il y a des revendications qui naissent au niveau de l'entreprise. Ce sont les délégués syndicaux avec un syndicat affilié à Lusoinc qui traite des sujets de l'entreprise. Par contre, il peut arriver que sur un sujet qui est conflictuel, je veux dire, on peut rappeler le syndicat ou la section pour dire vous avez eu votre compte, vous n'êtes pas parvenu à vous n'êtes pas parvenu à un accord, il faut éviter le conflit parce que sinon ça va s'enliser. Donc parfois, oui, on essaye de raisonner aussi. Je veux dire, les troupes, comme on dit, on ne décide pas, un matin pour partir en grève, quoi. Ça se prépare une grève. Les revendications, elles naissent, justement, il y a les instances qui sont faites pour ça, pour discuter, pour amorcer. C'est ça le dialogue social dont parlait M. Nepioun tout à l'heure, sur les instances qui sont favorisées pour justement discuter des sujets qui sont soulevés traités au niveau du comité d'entreprise ou au niveau des délégués du personnel. Là où ces sujets qui ne sont pas traités, où il n'y a pas de réponse qui sont données, ça devient conflictuel. Et après, par la suite, justement, les sections syndicales se tournent vers le syndicat pour dire, on a posé ça en réunion de délégués du personnel ou en réunion de CE, on n'a pas de réponse. Nous, on ne peut pas attendre et donc forcément, il faudra qu'on dépose un préavis de grève. Mais elles ne naissent pas comme ça, les revendications. Je veux dire, ce sont des discussions en amont. Le consensus, la concertation permet la sagesse finalement. Je voudrais juste rappeler qu'avant les années 2000, en Calédonie, c'était la culture des chais des cadenas. C'était des conflits et qui se réglaient au Saria. On a changé, puisqu'on a dit que les grèves ne contribuaient pas au développement économique de nos territoires. Et donc, il y a eu des sessions de dialogue social où les partenaires sociaux, patronat et
et syndicats de salariés, on a fait des voyages à l'étranger pour aller voir des modèles de dialogue social. Ça, c'était les années 2008 jusqu'à 2012. Et on est revenu de ça fort pour dire, ben voilà, il faut que ça cesse ces conflits. Pas que ça cesse, mais qu'il faut une autre relation entre nous, les partenaires sociaux. Avant de bloquer, il faut, je pense, voilà, on se met autour de la table pour discuter. Avant, c'était pas ça. Avant, on bloquait d'abord et on discutait après. Donc aujourd'hui, vous, en tant que leader syndical, vous estimez que les relations sont plus lucides et finalement on avance mieux? On se parle mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 15 ans? On arrive à, voilà, on arrive à discuter, oui. Samuel Nepehoun, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais réagir sur ce que disait Milo tout à l'heure sur, encore une fois, quand on arrive à la grève, je pense qu'on arrive quasiment au blocage. Ça veut dire qu'il y a eu des soucis avant. Et je pense que c'est important de remettre au centre le rôle des IRP, les instances représentatives du personnel. C'est-à-dire que quand on arrive à la grève, ça veut dire qu'il y a des sujets qui n'ont pas été traités dans les CE, dans les CHSCT, etc. C'est-à-dire que, parce que ce sont quand même des espaces au sein desquels les représentants des employés et la direction discutent d'un certain nombre de sujets. Le CHSCT, c'est les conditions de travail. Au CE, c'est encore un autre espace sur lequel on a la possibilité d'échanger. Ça veut dire que si à un moment donné on arrive à ces situations extrêmes, c'est qu'à un moment donné on n'a pas su avoir le dialogue au sein de ces instances. Pour ma part, c'est des choses que je rencontre avec les syndicats au sein de mon entreprise, c'est qu'il y a des moments où on dit mais pourquoi ça c'est sur une revendication alors qu'on ne l'a pas traité en CE ou en CHSCT. Donc je pense que c'est important aussi de rappeler très clairement le rôle de ces instances représentatives du personnel parce que c'est là où les représentants des salariés doivent s'exprimer, remonter les dysfonctionnements, les soucis relationnels, etc. Parce que si on doit les désamorcer, c'est dans ces instances-là. Donc je crois que c'est important de le rappeler et ça évite d'arriver à un moment donné avec un cahier de revendication de plusieurs dizaines de points en se disant c'est qu'à un moment donné, je le disais tout à l'heure, c'est quand même un peu révélateur de la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise. En même temps, plus il y a de points, plus ça vous fait de points sur lesquels négocier et lâcher un petit peu de laisse aux employés. On accueille Cito. Bonjour Cito, bienvenue à vous. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Nepehoun. Bonjour. Nous avons eu affaire ensemble il y a quelque temps en rapport à un sujet. Moi, je fais partie du transport de matières dangereuses. Vous voyez? Oui. Et là, on parle actuellement de dialogue social. Nous sommes arrivés au bout du dialogue social. Depuis 2017, nous sommes sur un dossier qui concerne le MEDEF. Et nous avons tout fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même jusqu'à vous consulter, vous, et avoir une autre réunion par le syndicat, justement. Et moi, la question, c'est comment vous allez pouvoir gérer ce problème, parce que là, on parle de conflit, de grève et tout ça, mais c'est ce qui va y arriver. Donc, nous, on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va agir autrement. Et c'est pour voir après, au final, comment ça va se passer au niveau de vous, le MEDEF. Parce que nous avons fait tout ce qui a été en notre pouvoir. Et on est arrivé à un point où on n'a plus de réponse. On nous a fermé la porte. Alors, merci Cito. Alors juste, je rappelle qu'aujourd'hui on est là pour parler du droit de grève dans son côté un petit peu légal, construction, etc. On n'est pas forcément là pour parler d'actualité et de cas concrets sur des choses que c'est trop compliqué, on n'a pas tous les éléments, etc. Mais est-ce que Samuel Nepehoun voulait répondre à Cito? Alors, du coup, pour répondre à la personne, mais je vais répondre sur la règle. D'accord, sur ce genre de disposition. Et d'ailleurs, on a madame ici qui s'occupe en particulier de, comment on appelle ça, de la médiation. C'est-à-dire que ce dont parle l'auditeur, c'est qu'on arrive aussi à un point où les négociations entre une organisation et la direction d'une société, on est dans une situation d'interruption de dialogue. Donc je pense qu'à ce stade, le dossier il est un peu plus complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux dans cette question des transports, parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs types de transports et de marchandises, de matières dangereuses, etc. Et il y a eu des discussions. Ça a été porté à la connaissance du MEDEF, effectivement, mais les discussions doivent d'abord se faire à l'échelle du chef d'entreprise, en tout cas de l'entreprise elle-même et les organisations syndicales.
Merci. On va rappeler aux auditeurs que n'hésitez pas à composer 258 si vous avez des questions par rapport à vos droits concernant le droit de grève, que vous soyez usager, que vous soyez chef d'entreprise ou que vous soyez employé ou salarié. Quand un salarié se met en position de gréviste, on parle de suspension de contrat. Qu'est-ce que ça implique pour le salarié, ça, la suspension de contrat? C'est-à-dire que toute la période où il est gréviste, il ne fait plus partie de l'entreprise? Magda Bonalturo, directrice de la DTE. Alors si, bien sûr, il fait partie de l'entreprise. Son lien n'est pas rompu avec l'entreprise. Simplement, il est suspendu quand même. Il est suspendu, ce qui signifie qu'il ne va pas être payé. Et que c'est la conséquence principale. Mais il reste dans l'entreprise et surtout rappeler, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, qu'on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il a exercé son droit de grève. Ce n'est pas une cause de licenciement, quelle qu'en soit la durée, même si le chef d'entreprise a pu considérer que la grève avait été trop longue. Donc il reste protégé, il reste salarié de l'entreprise simplement, puisque lui ne fait pas son travail. En retour, l'employeur ne va pas le payer. Après, vous comprendrez qu'il peut être assez facile quand même pour un employeur de mettre la pression, de peut-être pas aller jusqu'au harceler, mais jusqu'au harcèlement, mais peut-être blâmer, ou en tout cas, en mettant en place des primes d'assiduité, par exemple, pour ceux qui ne feront pas grève, etc. Comment est-ce que ça vous contrôlez au sein de la DTE? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a des contrôles à ce niveau-là, pour être sûr que les salariés puissent jouir de leur droit de grève librement? Alors nous, on n'intervient pas directement. On va intervenir si on est sollicité et éventuellement dans le cadre, par exemple, si l'employeur licencie un salarié qui a fait grève, mais que c'était un salarié dit protégé parce que c'était un représentant syndical, là, ça constitue évidemment une difficulté à laquelle on devra répondre. Alors, devant les tribunaux, la plupart des choses se règlent devant les tribunaux. Je sais que c'est parfois frustrant, mais c'est comme ça. Mais par exemple, si l'employeur fait appel à de l'intérim ou à des contrats à durée déterminée en dehors de l'entreprise pour remplacer un gréviste, il faut rappeler que la grève, elle a pour objet de déstabiliser l'entreprise pour aller à la discussion. C'est ce que rappelait M. Nepéhoun. Il faut aller à la discussion, il faut aller voir ce qui ne va pas dans l'entreprise. Mais évidemment, ça déstabilise. C'est le principe même de la grève. Donc, on ne peut pas reprocher d'avoir déstabilisé. Donc, on ne peut pas non plus prendre des CDD pour remplacer. Donc là, on pourrait... Obligation d'embaucher un CDI en cas de remplacement pour remplacer la main-d'œuvre gréviste. Interdiction. Les CDD, mais on a le droit d'embaucher des CDI. Non, non plus. Puisque le poste est toujours... Pas le droit d'embaucher pour remplacer les grévistes. Non. Et est-ce qu'un patron, on a Ghislain qui patiente, j'ai juste une minute, Ghislain, est-ce qu'un patron peut proposer des primes aux non-grévistes? Alors, Samuel Nepéhoun. Non, pour moi, il y a d'abord les règles de fonctionnement d'une entreprise, avec les horaires, etc. Déjà, c'est... le contrat de travail, les gens ils ont un contrat pour effectuer un travail contre une rémunération, avec des horaires, avec des conditions, etc. Ça, ce sont les choses de base que les uns et les autres doivent respecter. Par rapport à ça, quand il y a un mouvement comme ça, avec des gens qui sont grévistes, etc., attention, Madame Bonalturo le disait tout à l'heure, tout ça, c'est quand même très encadré, réglementé, et que si l'employeur a été tenté intenter une action à l'encontre d'un personnel gréviste, il s'expose à des recours de la part notamment des organisations. Ça, on a compris, mais du coup, est-ce qu'il peut valoriser le non-gréviste? C'est ça ma question. Alors ça, c'est... Parce que ça peut aller dans... Voilà, ok, il ne peut pas blâmer un gréviste, voilà, mais par contre, est-ce qu'il peut encourager le non-gréviste? Mais normalement, les primes d'assiduité existent préalablement dans l'entreprise. L'employeur ne peut pas les créer le jour de la grève. Sinon, on pourrait y voir effectivement une distorsion. Et d'autre part, par contre, s'il ne peut pas recruter des CDD ni des contrats temporaires, il peut demander aux non-grévistes de faire plus d'heures. Et là, donc, ils seront payés en fonction des heures qui auront été réalisées. Il peut redéployer son personnel dans l'entreprise pour faire face aux difficultés liées à la grève. On va accueillir Ghislain tout de suite parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Bonjour Ghislain, bienvenue. Bonjour à vous. Alors, je ne prends pas de grande respiration, David. Je vais juste poser une question.
Un employé, quand il fait une faute grave, hein, bien sûr, une faute professionnelle grave dans une entreprise, il y a des sanctions qui sont prises à son égard, ce qui est tout à fait normal par la loi du travail. Mais quand ses collègues, par exemple, font la grève pour défendre cette personne, sont-ils dans leurs droits et sont-ils sanctionnables? On a déjà plus ou moins répondu à cette question, mais... Vous n'avez pas entendu, je m'excuse. Non, pas de souci, on va y revenir. C'est Christelle Dena, peut-être, je ne sais pas qui veut répondre. Christelle Dena, vous êtes chef du service de relations de travail au sein de la DTE. Alors effectivement, il y a plusieurs positions. Normalement, un conflit individuel pour défendre des droits individuels, ça peut être sanctionné après derrière par les tribunaux. Par contre, effectivement, on a également de la jurisprudence contraire qui énonce en fait que quand cette personne était très appréciée dans l'entreprise et que ça peut apporter une certaine désorganisation, une perturbation et vraiment affecter en fait les autres salariés de l'entreprise, la grève pour défendre cette personne pourrait être considérée comme légale. Mais ce sont des cas très en marge. En général, on ne porte pas de revendications individuelles mais collectives pour une grève. Je disais qu'on avait répondu à la question de Ghislain parce qu'en fait on a dit que les revendications de grève sont libres à partir du moment où il y a un consensus entre employés. Là vous dites que la grève peut être déclarée illégale ou légale suivant... Je comprends pas. Enfin, elle ne peut pas être déclarée illégale ou légale. Hein. Ouais. C'est la question de la grève de solidarité. Est-ce qu'on peut faire grève de solidarité pour défendre une situation personnelle? On disait, a priori, la grève, ce qu'on va appeler grève, c'est une revendication collective. Donc ça s'oppose. Mais bien sûr, la raison. Bien sûr, tout à fait, mais c'est une revendication collective. Une situation particulière n'est pas une revendication collective. En revanche, souvent, c'est plus complexe parce que derrière, ce qui va être contesté, c'est les conditions de recrutement dans l'entreprise, ça va être les conditions d'avancement, le fait qu'on ait fait appel à l'extérieur plutôt qu'à une personne qui est dans l'entreprise et donc on conteste les modalités d'avancement dans l'entreprise. Donc, on va tout à fait pouvoir greffer généralement sur une situation particulière des revendications qui sont collectives. Et là, il n'y aura pas de difficulté. Encore une fois, une grève va être déclarée. Normalement, les tribunaux ne parlent plus de grève illégale. Soit c'est une grève parce qu'elle est effectuée dans les conditions que j'ai énoncées, soit ça n'est pas une grève, c'est donc une entrave ou d'autres mouvements, mais qui ne sont pas qualifiés de grève par les tribunaux. Mais dans tous les cas, c'est les tribunaux qui vont voir. Nous, on ne va pas bloquer, enfin, il n'y aura pas d'interdiction a priori. Mais surtout, voilà, généralement, enfin, peut-être que mes collègues pourront le dire, mais on rattache ça à des revendications collectives. Donc, si, pour répondre exactement à la question, si on ne conteste que une situation particulière, on est aux limites, on n'est pas vraiment dans une grève. Si à travers cette situation particulière, on conteste une modalité d'avancement dans l'entreprise ou de recrutement, là, ça devient collectif et il n'y a plus de difficultés sur les qualificatifs de grève. Milo Pognewa, vous vouliez réagir? On a dit tout à l'heure, la grève, c'est un droit. Et je veux dire, quand on arrive à la grève, quand on arrive au blocage, c'est le rapport de force. Parce que les discussions au préalable n'ont pas eu lieu ou alors elles n'ont pas donné satisfaction. Je veux dire, sur le cas de la question d'un salarié qui a été sanctionné, je veux dire, un salarié, quand il est sanctionné, il est reçu par sa hiérarchie, il est accompagné. Et donc, si on essaie, le syndicat estime que ce salarié, il a amené, on lui a fait des griefs, hein, il s'est défendu et que le syndicat semble que il a été sanctionné peut-être abusivement. C'est là que c'est utilisé la grève, parce qu'il a été sanctionné abusivement. Mais encore une fois, c'est dans les discussions qui a lieu au préalable. Je veux dire, quand on est dans le conflit, c'est le rapport de force. C'est le moyen qui nous est donné au niveau des organisations syndicales pour l'exercer, ce rapport de force. Parce qu'auparavant, malheureusement, c'est ça il faut... Voilà, ça ne s'est pas fait, la discussion sur ce cas précis d'une personne sanctionnée. Mais je veux dire, sur ce que je redis tout à l'heure, sur les revendications, elles naissent pas comme ça. C'est qu'au préalable, il y a eu des discussions dans les IRP. Et si dans les IRP, les réponses ne sont pas amenées, bien souvent, les cas de revendication, elles naissent. Hein. Et donc, la grève, c'est le rapport de force. Et on n'est plus dans ce contexte d'avant où, parce qu'on va faire grève, il y aura un gagnant et un perdant. Quand on est dans la grève, il faut aussi réfléchir comment on va sortir de la grève.
faut que ce soit vraiment utilisé en tant que dernière déjà une extrémité grève pour- qui, sur une semaine, là, il n'y a plus de gagnant-perdant. Il faut sortir de ce conflit et justement, sortir par le haut. Une entreprise qui est acculée, qui fait face à une grève qui perdure, qui commence à avoir des conséquences économiques, est-ce qu'elle a le droit de répercuter ses pertes soit sur les usagers, les clients ou ses salariés? Est-ce qu'elle a le droit de dire, bah là, on va vous baisser vos salaires de 20% parce que le mois dernier, la grève nous a fait perdre? Ou elle a le droit de dire, bah, je vais augmenter mes billets ou mes prix de 20% parce que... Est-ce que l'entreprise peut faire ça? Samuel Népéoun. Alors, c'est pas forcément à la sortie d'un conflit que ce genre de situation naît. Mais à un moment donné, le chef d'entreprise, il fait ses comptes. Et quand l'équilibre entre les recettes et les charges, à un moment donné, on n'a plus le compte, on prend des décisions qui nous permettent de restabiliser l'entreprise, relancer l'entreprise. Mais ce n'est pas en réaction, parce que là, on va dire qu'on affaiblit encore plus le dialogue social, parce qu'on est de la réaction à de la réaction, et en fait on amplifie les choses. C'est pas très constructif finalement de poser les choses en ces termes, mais malgré tout, le chef d'entreprise, lui, à un moment donné, il fera ses comptes. Il fera ses comptes et il verra comment, à un moment, Milo le disait tout à l'heure, c'est cette vision-là des conflits qui a changé. Milo disait tout à l'heure, à une époque, on bloque et on discute après. Aujourd'hui, il y a des cahiers de revendications, enfin ça se pratique plus comme ça, des cahiers de revendications, on essaye de dénouer avant le point de blocage, et ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Mais ce que je relève également dans ce que dit Milo, c'est une semaine de grève, ça veut dire aussi que c'est des gens qui ne sont pas payés. Après, il y a, sans compter la répercussion sur l'organisation de l'entreprise. C'est une semaine de chiffre d'affaires qui ne rentre pas. C'est une organisation qui se démotive, qu'il faut demain relancer. Un mouvement social comme ça n'est jamais anodin. Ça a un impact, mais ça a un impact pas uniquement financier. Ça a un impact sur l'organisation, ça a un impact humain. Et généralement, il peut y avoir des entreprises qui ne s'en remettent pas d'un mouvement social. Donc aujourd'hui, je pense que la question de la responsabilisation, que ce soit des patrons, mais également des partenaires sociaux, je crois qu'on a un peu changé la manière de voir les choses, et le contexte que l'on connaît aujourd'hui, et je le vois notamment dans notre entreprise, le fait qu'on passe une période très compliquée et les situations financières de beaucoup d'entreprises sont un peu compliquées, la notion de la responsabilité, de la survie, notamment de l'outil de travail et de l'entreprise, est partagée par les partenaires sociaux, et il vaut mieux d'ailleurs, parce que sinon beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne passeraient pas le cap difficile qu'on est en train de vivre en ce moment. Et quid des droits des employés? On va pas parler des blocages, mais on va parler par exemple, allez, on va prendre votre exemple à vous, Samuel Népéoun, vous avez un pilote d'avion qui fait grève, le reste de l'équipage ne fait pas grève, qu'est-ce que vous en faites? Que dit la loi à ce niveau-là? À ce moment-là, bon, il y a le traitement de la personne qui se met en grève, mais ça, c'est le côté légal par rapport à la grève. La société, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à comment elle se réorganise en fonction des gens disponibles. On va rappeler celui qui, par exemple, ce jour-là ne travaille pas, si on peut le déclencher pour qu'il prenne la place. Et ça, c'est la gestion quotidienne d'une entreprise. Dans une entreprise où il y a des salariés non grévistes, mais qui ne peuvent pas travailler, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, s'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont bloqués... Alors, on va parler blocage, on va parler vraiment conséquences, je ne sais pas si c'est une différence au niveau légal, mais encore une fois, le pilote, l'avion ne peut pas voler parce que le pilote est en grève, mais le steward et l'hôtesse de l'air veulent travailler. Est-ce qu'ils doivent être payés? Quels sont leurs droits à ce niveau-là? Là, vous rentrez dans les situations particulières, mais M. Népéoun l'a rappelé, l'entreprise se réorganise derrière. En tout cas, l'employeur doit payer son salarié qui vient pour travailler. Après, s'il ne peut pas lui donner du travail, c'est à l'employeur de s'organiser pour donner du travail à son salarié. Donc, s'il n'arrive pas à se réorganiser, à lui donner du travail, il doit néanmoins le payer. Et en cas de blocage ? Alors, le blocage est un peu différent, parce que, faut le rappeler, le blocage, c'est pas légal, surtout lorsqu'il n'est pas fait par des salariés de l'entreprise, mais par des salariés extérieurs. On n'est plus dans, on va appeler ça grève, mais c'est plus de la grève telle qu'on en parle là. Eh bien, dans ce cas-là, bien entendu, dans ce cas-là, ça n'est pas autorisé, et l'employeur peut aller demander, requérir les forces de l'ordre pour faire évacuer le blocage. Et les salariés qui sont empêchés de travailler, c'est pas de leur faute, donc normalement, effectivement, ils doivent être payés. Quand il y a
quand il y a un blocage, les entreprises, enfin les ressources humaines de ces entreprises, quand il y en a, ils font, ou même le chef d'entreprise, il fait constater par un huissier comme quoi c'est bloqué l'entreprise. Et donc, bon, forcément, c'est jamais on plaisant ni pour une entreprise, hein, qu'on soit bon, il y a des conséquences derrière, mais c'est pas aussi plaisant pour les syndicats aussi. Hein, je veux dire, quand il y a un blocage, quand on arrive à la grève, c'est le rapport de force parce qu'il n'y a pas eu de discussion auparavant. Et donc quand il y a le blocage, ben forcément il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se mettre autour de la table pour discuter. Mais quand on parle du droit de grève, on a dit que déjà il y avait des différences entre le service privé et le service public. Il y a aussi la notion de service minimum, par exemple pour les médecins ou même pour les transports, etc., dans le service médical. Est-ce que ça, c'est pas une entrave dans l'équité du droit de grève pour tous? Et qu'est-ce que c'est que ce service minimum? Comment est-ce qu'il peut être appliqué? Comment est-ce qu'on peut avoir le droit de grève alors qu'on doit quand même assurer son service? Alors, Samuel Népé. Le principe du service minimum, c'est... dans beaucoup d'entreprises, notamment en métropole, on ne peut pas arrêter, par exemple, le métro. Il faut qu'il y ait un service minimum. Donc ça permet au chef d'entreprise de pouvoir s'organiser et il a un cadre légal pour pouvoir le faire. Et c'est ça qui permet aujourd'hui d'éviter le blocage total, notamment d'une société qui a une mission de service public, où il y a un service minimum à assurer, mais sauf que le service minimum lui permet de pouvoir s'organiser parce qu'il a un cadre légal qui nous permet malgré tout, de contraindre des gens à venir travailler et assurer ce fameux service minimum. C'est à ça que sert le service minimum. Le service minimum est une obligation de l'employeur, mais pas du salarié. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est là le service public qui doit organiser pour faire fonctionner à minima. Et donc, il pourra aller réquisitionner des fonctionnaires, des forces de l'ordre, etc., pour faire fonctionner, même si les personnes ne voulaient pas a priori travailler. Mais en Nouvelle-Calédonie, sur, par exemple, le transport aérien ou des choses comme ça, il n'existe pas effectivement de loi sur le service minimum. Donc, lorsqu'il y a une obligation pour vraiment importante, on va réquisitionner des personnels pour travailler. Mais sinon, le cadre légal en Nouvelle-Calédonie sur le secteur privé est assez peu fourni. Quand vous dites réquisitionner? Réquisitionner, ça voudra dire qu'on va obliger, si c'est pour un service public, un fonctionnaire à venir travailler alors même que celui-ci aurait pu se déclarer gréviste. Là, c'est plus un choix, c'est une obligation. Vous dites que le droit est induit aux entreprises, mais finalement c'est le salarié qu'on va obliger à travailler. Sous risque de renvoi, de licenciement, Ah oui, de sanctions, bien sûr. Il faudra on est réquisitionné et on peut être réquisitionné, par exemple, dans une entreprise dite sensible pour des risques industriels qui pourraient présenter. Si l'employeur, le chef d'entreprise, considère que la situation de son entreprise pose une difficulté de sécurité civile, une grosse difficulté, il peut aller effectivement faire en sorte que les personnels soient réquisitionnés. Et là, dans le cadre de la réquisition, alors c'est très organisé, par exemple pour des raisons de santé. Donc dans notre cadre légal, on a des possibilités de réquisitionner, c'est fait par la DAS, des personnels pour venir travailler pour des raisons de santé, de maintien de la santé. Pas de... Voilà, mais c'est très encadré puisqu'il faut le rappeler, le droit de grève, c'est un droit qui est constitutionnel. Et donc, évidemment, il peut être encadré, avoir des limites. Des aménagements, mais uniquement pour des raisons qui soient aussi importantes que le droit de grève lui-même, c'est-à-dire pour des raisons constitutionnelles, qui va être la liberté d'aller et venir, qui va être la liberté d'entreprendre, voilà, des droits qui sont également protégés. Samuel Népé, vous vouliez réagir? Non. Ça serait la conclusion. On fait un tour de table. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Parce que là, on arrive déjà au terme de cette émission. Il nous reste 1 minute. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose qu'on n'aurait pas dit à ce sujet-là? Milo Poigny-Ouat. Juste rappeler que sur les entreprises qui sont privées mais qui rendent un service public, c'est là qu'il faut imaginer quelque chose où je suis d'accord qu'il faut, parce que ça pénalise, et notamment dans les transports,
qu'il faut mettre peut-être un service minimum. C'est ça qu'il faut s'entendre. Ça me fait rappeler le pacte social dans les années 2000, où il y avait toujours des blocages sur l'aéroport, le port, et qu'il fallait mettre un service minimum. Peut-être qu'il faut revoir tout ça et voilà, au niveau des transports, que ce soit transport aérien ou le réseau interurbain. Eh bien merci messieurs, dames d'avoir été là aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu le droit de grève, son cadre légal et juridique. Merci beaucoup Samuel Népehoun, très rapidement. Oui, juste dire que je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, quand on arrive à l'exercice de la grève, c'est-à-dire quand on aboutit à une situation de blocage, je rappelle juste que très souvent, on ne mesure pas forcément les impacts très lourds, que ce soit en termes organisationnels, mais également financiers. Je vois par exemple dans le secteur de la mine aujourd'hui, où on voit que le secteur de la mine a connu ces dernières années enregistré des grosses pertes, et on a encore pas mal de conflits sur les sites miniers, et attirer l'attention sur le fait que les conséquences qui peuvent être financièrement désastreuses pour les sociétés. Ils veulent plus lâcher le micro, mais je suis désolé, c'est terminé, mais vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup de nous avoir apporté vos lumières, vos éclairages sur ce sujet d'importance cruciale, sujet de société. Merci à vous.